Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens, africains, selon vos points géographiques. Souleymane Condé. Cette vidéo de ce lundi 18 avril 2022. Il est exactement 16h50 heure de Boston. Cette vidéo, c'est pour parler des enjeux du monde sur 5 points. 1. La guerre en Ukraine ou la guerre géostratégique. 2. Le nouvel ordre mondial économique et monétaire qui se dessine devant nous. 3. Les intérêts stratégiques ou la géopolitique. 4. Pourquoi moi, je ne crois pas à une troisième, pas le nom mondial. 5. Les approches. Quelle approche l'Afrique doit-elle adopter pour faire face à ce nouvel ordre mondial qui se dessine devant nous? Et surtout, la nouvelle génération qui s'apprête à prendre le relais dans les années à venir, 5 ans, 6 ans, 10 ans à venir, que nous sommes. D'abord, la guerre en Ukraine ou la guerre géostratégique. Partout, vous entendez les intérêts géostratégiques. Là-bas, c'est la force qu'on utilise. Mais partout, vous entendez les intérêts politiques ou les intérêts économiques. Là-bas, c'est la subtilité, c'est l'intérêt, caresser ton ennemi dans le sens du poil, même quand tu ne l'aimes pas. Mais c'est ton intérêt qui t'intéresse, c'est l'intérêt de ton pays. D'abord, la guerre en Ukraine ou la guerre géostratégique, comme je l'appelle. D'abord, l'OTAN a été créée quand? L'OTAN a été créée le 4 avril 1949, dès après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. À Washington. 12 ministres des Affaires étrangères ont signé le traité de l'OTAN. Ce sont la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Hollande, la Norvège, le Portugal, l'Angleterre et les États-Unis, qui sont naturellement l'initiateur de ce projet. Donc, ces pays étaient représentés par ces 12 ministres des Affaires étrangères. Quel était l'objectif officiel de l'OTAN? À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'était de garantir la paix et la sécurité dans le monde. Mais ils avaient conclu de façon tacite, sans écrit, avec la Russie. La Russie n'était pas contre, mais ils avaient exigé que l'OTAN ne s'approche pas de ses frontières, c'est-à-dire n'inclut pas les pays soviétiques qui ont quitté l'Union soviétique dans les années 90. Imaginez aujourd'hui ces 12 pays qui ont signé le traité de l'OTAN. De 1999 en 2020, il y a eu 14 nouveaux adhérents à l'OTAN, principalement les pays de l'Est. Donc, tacitement, il y a un accord d'engagement qui est violé. Et actuellement, nous avons 30 membres de l'OTAN. Parmi les 30 membres de l'OTAN, les 27 sont en Europe. Pourquoi cette guerre Russie-Ukraine? D'abord, pourquoi la Russie ne veut vraiment pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN et s'approche de l'Union européenne? 1. Les gazoducs, déjà les Russes, nous savons tous que les Russes donnent 50% de la consommation gaz de l'Union européenne sont fournis par la Russie. Et quelques 10 à 15% de la consommation du pétrole et du charbon de l'Europe proviennent de la Russie.
et les gazoducs passent par l'Ukraine. Donc, si jamais, c'est-à-dire les tuyaux utilisent la Russie pour servir l'Europe, passent par l'Ukraine. Et l'Ukraine a 30% des exportations de pétrole, de gaz et même temps de charbon. Surtout de gaz. Donc, il y a la mer Noire. Il y a une partie de la Russie qui n'a pas du tout accès à la mer Noire. C'est à partir de l'Ukraine. Et la Russie a des armements posés au niveau de la mer Noire. C'est-à-dire c'est stratégique pour eux. Et puis, si jamais l'Ukraine arrive à adhérer à l'OTAN et arrive à adhérer à l'Union européenne, ils installent des missiles stratégiques en Ukraine. Une seule nuit, on peut attaquer la Russie et la détruire. Donc, pour des questions de survie, la Russie dit que jamais l'Ukraine ne rentrera dans l'OTAN ni dans l'Union européenne parce que c'est sa survie qui en dépend. Je ne défends pas ici la Russie et contre l'Amérique ou la Russie contre l'Europe, ça ne m'intéresse pas. C'est juste expliquer la réalité des choses. Je vais vous donner un exemple de cette guerre de la Russie et de l'Ukraine qui s'est passée dans les années 1962, au milieu de la guerre froide. Le Cuba qui est à 200 km des côtes américaines. Le président cubain d'alors, Fidel Castro, paix à son âme, a demandé au président Nikita Khrouchtchev de l'Union soviétique d'installer des missiles sur son territoire. La Russie, discrètement, a installé des missiles sur le territoire cubain. Entre juillet et août 1962, un avion espion américain a détecté des missiles installés sur le sol cubain. Le président Kennedy a été informé. Et entre-temps, les Russes étaient en train d'acheminer le reste des missiles par bateau pour installer sur l'île. Le président américain d'alors, Kennedy, a fait un discours et alerté le monde que si la Russie n'enlève pas les missiles au Cuba, qu'il y aura une troisième mondiale. Donc le reste des missiles qui venaient, les États-Unis ont fait un blocus maritime. Ils ont mis leurs bateaux de guerre. Ils ont encerclé le Cuba et ils ont mis une ligne rouge. Si jamais les bateaux soviétiques dépassent, ils vont déclarer une troisième mondiale. Donc, et le président Nikita Khrouchtchev d'alors a laissé, jusqu'à ce que les bateaux ont approché les bateaux américains, je crois qu'il a arrêté, mais il a donné des conditions au président américain. Je vais retirer mes missiles au Cuba. Je vais faire retourner mes bateaux, mais à condition que l'Amérique n'envahit pas plus le Cuba, que l'Amérique enlève ses missiles en Turquie et en Italie. À l'époque, l'Amérique avait déjà installé des missiles en Turquie et en Italie. Le président américain a accepté ces conditions. Donc, le président de l'Union soviétique d'alors, Khrouchtchev, a enlevé les missiles au Cuba et a rappelé ses bateaux. Et alors, tout le monde avait condamné à l'époque l'Union soviétique, que c'est une provocation. Et Fidel Castro était fâché contre le président soviétique, qu'il a été trahi, parce qu'il ne lui a pas demandé son avis. Donc vous voyez comment les soviétiques ont coopéré à l'époque, parce que le monde a jugé que c'est une provocation. Parce qu'ils laissaient des missiles sur le territoire cubain, ils peuvent lancer à n'importe quel moment sur le territoire américain. Et l'Amérique ne se sent pas en sécurité pour ça. Ils ont dit non. Donc c'est la même situation, pareille, entre aujourd'hui l'Ukraine et la Russie, et l'Amérique et le Cuba en 1962. Imaginez aujourd'hui, pour être fair play et pour être vraiment clair dans cette affaire, pour ne pas supporter ni l'Amérique ni la Russie, parce que les grandes puissances cherchent leur intérêt. Aujourd'hui, si la Russie crée une alliance militaire,
il introduit le Cuba et le Mexique dedans, l'Amérique n'accepterait jamais. Parce que la Russie et l'Ukraine, c'est des ennemis numéro un. La Russie et l'Amérique, c'est des ennemis jusqu'à la fin du monde. Ils ne seront jamais d'accord. Donc, c'est un peu l'exemple. Mais aujourd'hui, on ferme les yeux, on pense que c'est une guerre. Non, c'est une guerre géostratégique, c'est une guerre de survie. Donc, dans les années 90, d'abord, quand la Russie reconnaissait les frontières de l'Ukraine et de la Biélorussie, c'était à deux conditions. Quand l'Union soviétique s'est éclatée. Ils ont dit, un, que l'Ukraine et la Biélorussie envoient leurs armes nucléaires en Russie. Et de deux, que les bases militaires russes restent en Ukraine pendant des décennies. C'était les conditions. Surtout en Crimée. Donc voici un peu la guerre géostratégique dont nous, les Africains, on ne doit même pas se mêler. Ce qui nous intéresse, c'est notre propre intérêt. Parce que c'est l'intérêt des grandes puissances qui sont en jeu. Ce n'est pas notre intérêt. 2. Le nouvel ordre mondial économique et monétaire qui se dessine, mais qui finira par des grands problèmes. Aujourd'hui, avec cette guerre en Ukraine, la Russie vient de déclarer qu'il n'exportera plus son pétrole et ses gaz et son charbon en euros ou en dollars, qu'on doit le payer dans sa monnaie. Pourquoi la Russie dit ça? Parce qu'aujourd'hui, dès que tu as un problème avec l'Amérique ou l'Europe, comme les transactions commerciales dans le monde ont comme base le dollar ou parfois l'euro, dès que vous avez un problème, ils vont geler tes avoirs. Quand ils gèlent tes avoirs, tu n'as plus d'argent. Parce que lors de cette guerre, la Russie avait plus de 300 millions de dollars dans les banques européennes. Dans les banques américaines, ça je ne connais pas, peut-être que c'est des millions et des millions. Donc aujourd'hui, la Russie a compris qu'il faut qu'elle utilise sa monnaie comme monnaie d'échange dans ses commerces. Ça peut la permettre de survivre et d'être en équilibre commercial, en balance commerciale et d'avoir une économie forte. La Chine est en train de négocier avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui pour que l'Arabie Saoudite puisse les vendre le pétrole en yuan, c'est-à-dire en monnaie chinoise. Parce que pourquoi? La Chine aujourd'hui détient dans sa réserve plus de 3 000 milliards de dollars comme réserve. Le jour où la Chine va envahir le Taïwan, où la Chine aura des problèmes avec l'Amérique ou l'Europe, ils vont gérer les fonds chinois. Donc les 3 000 milliards vont s'envoler. Donc chacun maintenant a peur. Au lieu qu'on garde en réserve le dollar et l'euro, pourquoi ne pas garder notre propre monnaie? Voici un peu tout le problème. Et même l'Inde qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir, l'Inde peut exiger d'utiliser sa monnaie roupie pour faire des échanges et pour des achats. Parce que tous les pays du monde maintenant auront peur. Ils vont dire, si on a l'euro ou le dollar comme réserve, le jour où on aura des problèmes avec eux, ils vont geler leur monnaie et on va tout perdre. Donc, on assiste petit à petit à une dédollarisation des transactions commerciales. Mais l'Amérique ne se laissera pas faire. Parce que pourquoi? Le fait que l'Amérique a comme le monde a comme base transactions commerciales de dollars, ça permet d'avoir une forte puissance pour l'économie américaine. Aujourd'hui, l'Amérique a plus de 30 milliards de dettes. L'Amérique est endettée, plus de 30 milliards, c'est ce que l'Amérique a comme dette. Donc c'est 125% de son PIB. Et qui détient cette dette des 30 milliards? C'est la Chine. C'est la Chine qui détient les 30 milliards. Donc, qu'est-ce qui fait que, bien que l'Amérique est endettée, surendettée, le fait que sa monnaie est forte, le fait que tout le monde utilise sa monnaie. Donc, quelle que soit la faiblesse de l'économie, l'Amérique tient parce que sa monnaie est utilisée et demandée par tout le monde. C'est ce que la Chine et la Russie et l'Inde voudraient instaurer, que leur monnaie soit demandée. Au moins, ça pourrait leur donner un équilibre. Ça peut donner aussi à réfléchir à l'Afrique. Donc, mais pour cette pratique, l'Amérique sait que ce n'est pas bon pour elle. Donc, elle ne se laissera pas faire. Donc, le monde ne sera pas en paix. Mais chacun défend son intérêt.
les intérêts géopolitiques ou géoéconomiques. Comme j'ai dit tantôt, la différence entre l'intérêt géostratégique et géopolitique. Géostratégique, c'est tout ce qui est militaire, force. Quand vous entendez stratégie, c'est pour utiliser la force. Mais géopolitique, c'est de la subtilité. Caresser ton ennemi, même quand tu ne l'aimes pas, tu prends ton intérêt, après tu vas l'abandonner, tu l'abandonnes, mais tu prends ton intérêt. Dans les intérêts géopolitiques ou géoéconomiques, le droit international, le droit humain, le droit de l'homme, ça n'existe pas. Ça a moins d'importance, en fait. Ce qui intéresse les gens, c'est l'intérêt de leur pays et c'est leur propre intérêt. On parle de droit de l'homme, c'est quand on finit de faire le sale boulot, comme on le dit. Mais il n'y a pas de droit de l'homme là-bas, il n'y a pas de droit international. C'est mon intérêt, l'intérêt de mon pays ou rien. Regardez, malgré cette guerre en Ukraine, malgré toutes les sanctions, au jour d'aujourd'hui, la Russie reçoit plus de 16,8 millions d'euros par mois, ce qu'on paie à la Russie. Parce que ces exportations de gaz, surtout l'Allemagne qui dépend plus de 50%. Ils avaient même commencé à construire Nord Stream, c'est-à-dire des nouveaux tuyaux de la Russie pour contourner l'Ukraine pour aller directement en Allemagne. Vous voyez? Par exemple, l'année passée, de 2021, la Russie a fait une recette de ses exportations, plus de 104 milliards d'euros, de dollars, ce que l'Europe lui a payé et l'Angleterre. Dans les intérêts géopolitiques, je vais vous donner un autre exemple en Afrique. En 1958, quand la Guinée a dit non à la communauté française, on a tous, nous on était petits, d'autres on n'était pas nés, moi, on n'était pas nés, d'autres étaient jeunes, d'autres étaient, mais on a tous connu que Charles, on a tous entendu et lu que le général de Gaulle, dès que la Guinée a dit non, il a fait appel à tous les Français. Il a fait rappeler les professeurs, il a fait rappeler l'armée. Ils ont brûlé tous les documents stratégiques. Ils ont ramené tous les documents en France. La Guinée s'est retrouvée nue. Mais malgré ça, l'importance de la géopolitique, l'usine de Fria, la ville de Fria, qui est une ville qui est à 160 km de la capitale Conakry, l'usine d'alumine là a été construite en 1958. Malgré que la France et la Guinée sont en train de se déchirer sur la scène politique, malgré qu'ils sont en train de tout faire pour déstabiliser la Guinée, mais l'usine a été construite en 1958, les Français ont été envoyés là-bas pour gérer l'usine avec la Guinée. Pendant plus de 20 à 25 ans, ils étaient en train de gérer l'usine. C'était à l'époque, l'usine de Fria était la troisième plus grande usine au monde, d'alumine au monde, et la première en Afrique. C'est pour dire que même quand tu n'aimes pas quelqu'un, quand il y a ton intérêt, tu y vas. C'est ce qu'eux ils font, les grandes puissances. Ils vont en catimini, en coulisses, pour s'installer dans ce pays, prendre leur intérêt. Mais sur la place publique, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Qui pouvait croire qu'après le nord de Sékou Touré, de la Guinée à la France et à De Gaulle, que la France puisse venir en Guinée, s'installer et construire une usine, la troisième plus grande usine d'alumine au monde, prendre son intérêt, continuer à travailler avec Sékou Touré et même organiser des coups d'État si ça ne marche pas, mais Sékou Touré aussi continue à négocier, continue à travailler avec la France parce que Sékou Touré aussi voit son intérêt. Vous voyez? Sékou diabolisait la France diabolisait Sékou Touré, mais il continue à travailler à Fria et chacun prenait son intérêt. Vous voyez comment les États et les grandes puissances y collaborent. Qui pouvait dire que ça c'était possible? Et à l'époque, les Français habitaient là-bas, les Français travaillaient là-bas avec les Guinéens et cette usine a créé combien de millions d'emplois? Et c'est ce qui a créé la ville de Fria. Et cette usine produisait combien? Plus de 380 000 tonnes chaque année. Donc, c'est ce que nos présidents et le futur président de l'Afrique doivent mettre en tête. Les intérêts géopolitiques et géoéconomiques. Les sentiments, on doit mettre ça de côté. Quatrième point. Pourquoi je dis que je ne crois pas à une troisième, comme dit que Facebook bloque les gens, mondiale? Parce qu'avec 50 bombes thermodynamiques, thermonucléaires, c'est-à-dire thermonucléaires appelées dans d'autres termes connus, bombes atomiques.
le monde va disparaître. Donc, aucune nation, même un président qui est fou, ne peut déclencher une seule bombe atomique. Parce que quand tu le fais, même ton pays ne sera pas épargné. Il y a eu la Première Guerre mondiale parce qu'il n'y avait pas de bombe atomique. Il y a eu la deuxième parce qu'il n'y en avait pas. Mais dès que les Américains ont eu la bombe atomique, tout le monde s'est calmé. Vous voyez, après ça, depuis quand il y a les conflits entre les pays, c'est entre les grandes puissances et entre des pays faibles. Jamais entre les grandes puissances. Sinon, avec ce conflit en Ukraine, si les autres n'avaient pas ça, ils allaient les envahir. Il n'y aura même pas à discuter. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que moi, je ne crois pas à une troisième. Parce que avec 50 bombes atomiques, le monde est fini. Et aujourd'hui, les pays qui en ont, je peux les citer, selon l'agence, comment dirais-je, je vais noter ça ici, l'agence américaine nucléaire, les gens qui ont des ogives nucléaires. En tête, la Russie, avec 6255 têtes ogives nucléaires. En deuxième position, l'Amérique, 5550. En troisième position, la Chine, 350. En quatrième position, la France, 290. En cinquième position, le Royaume-Uni, 225. En sixième position, le Pakistan, 165. En septième position, l'Inde, 156. En huitième position, Israël, 90. En neuvième position, la Corée du Nord, 45. Vous imaginez? Si tout le monde lance pour lui, mais il n'y aura plus de monde. C'est pour cela que pour attaquer les gens, ça va être très compliqué. Je vais un peu vous expliquer l'histoire un peu de la bombe atomique. Avant de parler quelle approche, la dernière partie, l'Afrique doit-elle adopter pour faire face à ce nouvel ordre mondial. Quand Hitler est venu au pouvoir en Allemagne, les nazis, parce que les communistes, ceux qui étaient au pouvoir, empêchaient les nazis de venir au pouvoir, donc ils les combattaient. Quand Hitler est venu, il a commencé à exterminer déjà les communistes. Les communistes ont fui le pays, d'autres sont partis aux États-Unis, et les savants sont partis aux États-Unis, d'autres sont partis en Angleterre, d'autres sont partis en France. Ceux qui sont partis aux États-Unis, les plus connus, Albert Einstein, ils sont partis voir le président américain d'alors, qui s'appelait Franklin Roosevelt. Ils ont dit au président américain, attention, Hitler est en train de développer une bombe atomique. Il faut le dévancer. Donc, le président Roosevelt a donné l'ordre de commencer déjà à travailler. Donc, ils ont fait comme l'Amérique sait le faire. Ils ont recherché tous les grands savants du monde, des physiciens, des chimistes. Ils ont commencé à recruter. Ils ont mis une base dans le Nouveau-Mexique qui s'appelle Los Alamos. Il y a un communiste allemand, nom de Klaus Fox, qui a quitté l'Allemagne, qui allait en France un peu et qui allait s'installer en Angleterre et qui a eu la nationalité anglaise, mais dont les parents ont été tués par Hitler. Et il avait une seule sœur qui a échappé et qui est venue s'installer aux États-Unis. C'est un physicien doué. La Grande-Bretagne a envoyé 2 personnes. C'est des Allemands, des anciens communistes allemands, mais qui ont la nationalité anglaise, qui travaillent déjà dans l'agence anglaise. Ils sont venus aider les Américains pour développer la bombe atomique. En 1942, ils ont commencé, en pleine guerre froide, ils ont commencé déjà à mettre ce site en place. Quand ces deux sont venus, Klaus Fuchs avait comme responsable un certain Rudolf, qui était un éminent physicien. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, OK, nous sommes ici, on a déjà développé une bombe à uranium. Mais on a une seule bombe, on ne peut pas l'utiliser. On veut l'utiliser contre les nazis. C'est en 1942. Donc, les deux qui sont venus de l'Angleterre
ont commencé à travailler sur la bombe au plutonium. Ils ont développé pendant 3 ans, ils ont testé et ils ont réussi à faire cette bombe au plutonium qu'ils ont appelée Fatman. Maintenant, en 1945, Hitler a été défait par toute la coalition et l'Amérique était sur 2 fronts. L'Amérique était sur le front en Europe en aidant les Européens à combattre Hitler. Et l'Amérique empêchait aussi le Japon à coloniser parce que le Japon était très fort en Asie pour avoir cette puissance. Parce que l'Amérique ne voulait pas que le Japon soit une puissance en Asie. Donc la guerre entre l'Amérique était sur 2 fronts. En Asie contre les Japonais et en Europe contre Hitler. En 1945, la guerre est finie. Les nazis sont défaits et il n'y a plus de guerre. Et dans cette guerre, la Russie a payé le plus grand. 27 millions de Russes ont été tués à la Deuxième Guerre mondiale. Donc 65% du nombre de morts, la Russie comptabilisait. Et je veux même... la Russie a eu 65%, la Chine a eu 23% de morts, la Yougoslavie 3%, les États-Unis 2% de morts, l'Angleterre 2%, la France 1%. Peut-être 1% de la France là, il y a les Africains dedans, mais on ne dit pas, on dit la France 1%. La Pologne 1%, les autres, on dit les autres 3%. La Russie seule, parce que la Russie, l'armée rouge, c'est l'armée rouge qui a défait Hitler. Donc, la Russie est sortie de la Deuxième Guerre mondiale à terre. Entre-temps, l'Amérique est en train de développer sa bombe. Donc, quand la guerre est finie, ils avaient déjà la bombe sur eux. Déjà, en juillet 1945, ils avaient la bombe sur eux. Maintenant, ils ont dit, OK, maintenant que nous avons la bombe, Hitler n'est plus, et les nazis sont déjà, ils ont capitulé, qu'est-ce qu'on fait? Le président américain d'alors s'appelait Truman, Harry Truman. Il a décidé de bombarder le Japon avec. Klaus Fuchs a dit, attention, on avait dit que c'était contre les nazis. Pourquoi nous voulons amener au Japon? C'est le président américain qui a dit. Klaus Fuchs a compris que après ça, ils iront en Union soviétique. Il a contacté déjà un agent secret russe. Il a fourni toutes les informations en 1945. Donc, le 6 août 1945, ils ont bombardé Hiroshima avec la bombe à uranium qu'ils appelaient l'Hiroboy. Il y a eu 115 000 morts sur place. 3 jours après, le 9 août 1945, ils ont bombardé Nagasaki avec la bombe qu'ils ont appelée Fatman, la bombe au plutonium, la bombe sur laquelle Klaus Fuchs a travaillé avec son chef, le communiste allemand, qui est devenu anglais. Dès après le bombardement en 1945, le 9 août et le 15 août, les Japonais ont capitulé. Le 2 septembre, ils ont signé l'acte de capitulation. Klaus Fuchs a eu peur, il a encore recontacté la Russie. La personne est venue le trouver aux États-Unis ici, il a remis les plans de la bombe au plutonium qui s'appelle Fatman. Il va donner au président Staline. Il dit parce que... Et quelques jours après, ils ont dit qu'on va maintenant travailler la bombe au plutonium. Les Américains ont décidé de faire 12 bombes par an. La bombe qui a tué plus de 40 000 personnes sur place, ça s'appelle Fatman, la bombe au plutonium. C'est ce qui a été lancé sur Nagasaki. Donc ils ont dit, en tout secret, ce que nous allons faire, on va améliorer la bombe qui a tué 40 000 Japonais sur place, qui s'appelle Fatman, la bombe au plutonium. Nous allons faire 12 de ça par an. On va améliorer. Et nous allons les larguer où? En Union soviétique. Klaus Fuchs a dit non. Il faut équilibrer le monde. Il a sorti encore les dernières informations, il a donné aux Russes.
Mais les Russes n'avaient pas les moyens. Sortis de la Deuxième Guerre mondiale, monde tué, tout est en ruine. Et il est resté aux États-Unis 1 an, jusqu'en 1946, à étudier les effets de la bombe qu'ils ont fabriquée, qu'ils ont mis sur Nagasaki, qui a fait 40 000 morts sur place. En 1946, il est rentré en Angleterre, Cloud Fox. Quand il est rentré en Angleterre, les Anglais l'ont nommé directeur de leur département nucléaire. Les Anglais l'ont dit, il faut nous aider à avoir aussi la bombe atomique. Sinon, les Anglais sont des alliés traditionnels des États-Unis, mais pas de confiance entre les États. Et les Russes n'arrivaient toujours à faire par la bombe parce qu'ils n'ont pas les moyens, ça demande beaucoup de moyens. Cloud Fox, pendant les années qu'il a fait en Angleterre, il a contacté encore les Russes. Il a donné 9 documents secrets aux Russes. Donc en 1949, 3 ans après, les Russes ont testé leur bombe. Le monde était choqué. Comment les Russes ont eu la bombe? Ils n'avaient pas les moyens. Ils viennent de sortir de la guerre. Ils ont perdu 27 millions de personnes. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont rien. Maintenant, ils ont cherché à faire des enquêtes. Mais Cloud Fox avait coupé de contact entre lui et les Russes. Ils ont mis Cloud Fox sur surveillance pendant des années. Ils n'ont rien trouvé. Pendant, je crois, 1 an, parce que les Russes ont eu leur bombe en 1949. Pendant 1 an, ils font les recherches, ils n'ont rien trouvé, ils n'avaient pas de contact. C'est lui-même qui a avoué. Il dit, c'est moi qui ai donné la bombe aux Russes. Ils l'ont arrêté, ils l'ont jugé, mais il avait déjà donné la bombe aussi aux Anglais. Donc, à cause de ça, les Anglais l'ont condamné. Les Américains ont demandé qu'on l'extradite, les Anglais ont refusé. Ils l'ont condamné 14 ans de prison. Après 9 ans, bonne conduite, ils l'ont libéré, ils l'ont expulsé vers l'Allemagne de l'Est. Parce que l'Allemagne de l'Est, les murs qui ont été dressés, c'est Staline qui a mis... C'est Staline qui a mis un pont. Il a séparé les 2 Allemands parce qu'il y avait les communistes qui étaient à l'Est et les capitalistes à l'Ouest. Donc on l'a expulsé. Les Américains ont tout fait. Les Anglais ont dit non, on ne va pas le libérer. Parce que c'était dit, quand tu trahis le secret, on te met sur la chaise électrique aux États-Unis. Donc ça a été le travail de Cloud Fox. Parce que les Américains ne voulaient pas du tout qu'un autre pays ait le secret de la bombe atomique. Mais Cloud Fox se disait, moi je suis communiste. C'est grâce aux communistes soviétiques qui ont libéré l'Allemagne, donc je dois aux communistes. Donc voici un peu. Et Cloud Fox est resté, après on l'a gracié, après 9 ans de prison, en 1959. Ils l'ont libéré, ils l'ont expulsé, il est parti là-bas, il est décédé en 1988, à 76 ans. Donc, c'est pour vous dire un peu que le monde est basé sur l'intérêt. Mais chez nous, en Afrique, c'est les sentiments qui nous dominent. Maintenant, comment l'Afrique doit-elle faire face à ce nouvel ordre mondial? À mon avis, aujourd'hui, si on fait de la réflexion profonde, avec tout ce qu'on a sur le continent africain, mais je dis d'abord, je répète, ça demande des leaders éclairés. Ça demande des leaders de caractère. Ça demande des leaders décomplexés. Parce qu'un leader qui est complexé ne peut rien faire. Tu prends l'autre comme ton supérieur, tu prends l'autre comme ton Dieu, tu ne peux rien faire. On a besoin des leaders qui s'assument. Des leaders qui pensent que l'autre, c'est mon collègue. C'est l'intérêt de mon pays ou rien. C'est l'intérêt de mon continent ou rien. Mais sans des leaders de caractère, on ne pourra rien faire. Sans des leaders qui ont une vision claire, décomplexée, on ne pourra rien faire. Moi, je pense qu'avec cette guerre économique qui est en train de se dessiner dans le monde, par exemple, l'Afrique, on est à 4 ou 5 blocs. L'Afrique du Nord, par exemple, tous ces Arabes peuvent faire une monnaie commune. On a de l'or, on a tout. L'Afrique de l'Ouest peut faire une monnaie commune. L'Afrique de l'Est peut faire une monnaie commune. On pourra fabriquer ces monnaies sur le continent, les imprimer, et on a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire les échanges. Il y a des pays africains qui sont producteurs de pétrole. Ils peuvent vendre ces pétroles sur tout le continent africain. D'autres pays africains possèdent d'autres ressources, peuvent aussi vendre ces ressources à d'autres pays qui en ont besoin. Avec ces échanges interafricains, on pourra créer la croissance, on pourra créer
ce qu'on appelle le développement durable, on pourra travailler entre nous. Oh, regardez notre banque qu'on appelle Banque africaine de développement, la BAD. Les actionnaires qui y trouvent. Le numéro 1, c'est le Nigeria, avec 9,1%. La Banque africaine de développement. Actionnaire numéro 2, les États-Unis, avec 6,5%. Actionnaire numéro 3, l'Égypte, 5,5%. Actionnaire numéro 4, le Japon, 5,4%. Actionnaire numéro 5, l'Afrique du Sud, 4,9%. Actionnaire numéro 6, l'Algérie, 4,1%. Actionnaire numéro 7, l'Allemagne, 4%. Numéro 8, Canada, 3,8%. Numéro 9, Côte d'Ivoire, 3,7%. Numéro 10, la France, 3,6%. Pourquoi, avec toutes les ressources qu'on a, on a besoin des actionnaires? Parce que ce qu'on oublie, tout ça c'est pour nous contrôler, pour savoir quel crédit nous donnons, quels sont les investissements que nous faisons sur le continent africain, c'est pour contrôler. Avec tous les moyens que nous avons, nous pouvons avoir une banque où c'est nous seulement qui finançons, qui sont actionnaires dedans. Pourquoi je dis souvent qu'il faut avoir d'abord des monnaies par géographie? C'est pour d'abord avoir une stabilité économique. Quand l'Afrique du Nord aura une monnaie commune, l'Afrique du Sud, une monnaie commune, l'Afrique de l'Est, une monnaie commune. Quand on va travailler et qu'on a une stabilité économique, on peut travailler dans la mesure d'avoir une monnaie unique, mais au fil du temps. On ne peut pas se lever d'un seul coup pour avoir une monnaie unique, ce n'est pas possible. Parce qu'on n'est pas organisé. Parce qu'on doit travailler dessus. Quand on aura par zone, quand ces monnaies deviendront fortes, quand on aura une bonne expérience des échanges commerciaux entre nous, et après, on peut juger nécessaire maintenant comment jumeler les monnaies de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, pour en faire une monnaie commune. Parce que le continent est très grand. On ne peut pas se lever matin, midi, soir, on veut faire une monnaie commune. Ça, c'est du rêve. Ça, pour moi, c'est de l'utopie. Moi, je n'aime pas le rêve irréaliste. J'aime des rêves qu'on peut réaliser avec le temps, sans passion, sans rentrer dans les insultes, sans rentrer dans les gros discours, mais c'est le travail. Pour moi, d'abord, si on réussit à avoir une monnaie commune en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Afrique, centrale, une monnaie commune dans chaque région, et qu'on arrive à se développer, on peut, au fil du temps, avoir une monnaie commune. Ça trouverait qu'on a la maturité d'être ensemble. Parce qu'on n'a pas la maturité d'être ensemble. Donc, c'est impossible qu'on ait une monnaie commune d'un seul coup, sans avoir une maturité régionale d'abord. C'est pour cela que je dis une monnaie par région géographique. Avec le temps, on pourra faire une monnaie commune. Aujourd'hui, les pays qui ont des satellites, qui ont amené des satellites en Afrique, on a l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, le Soudan, l'Angola et le Rwanda. Ce sont ces pays qui ont des satellites. Ça, c'est des recherches. Combien de milliards ou de millions d'euros, de dollars sont investis pour ces satellites? Pourquoi chaque pays africain a Vous voyez un peu? Et pendant ce temps, l'Union africaine est financée une partie par la Chine et l'Union européenne. Mais on a des pays qui ont des satellites. Vous voyez un peu l'incohérence? Si on s'assoit, on fait une réflexion profonde, on a de la matière première, on a des intellectuels bien garnis, on a de la matière grise en Afrique. Il suffit de s'asseoir, d'aimer ce continent, de vouloir aider les futures générations de ce continent et de mettre en œuvre les règles économiques les plus élémentaires pour que l'Afrique bouge. Regardez comment les autres font. On a des grands savants, des grands intellectuels qui ont étudié dans les grandes écoles, universités américaines, canadiennes, partout. Mais il faut qu'on soit décomplexé. Quand on sera décomplexé, mais moi je suis contre qu'on rejette les États-Unis et l'Europe et qu'on ait la Russie et la Chine comme patron ou comme amis. Non. Personne ne doit être notre ami et personne ne doit être notre ennemi. C'est nos intérêts. On doit se soucier que de nos intérêts. La Russie ne vient en Afrique que pour son intérêt.
La Chine ne vient en Afrique que pour son intérêt. Donc, si il faut qu'on traite la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Europe sur le même pied d'égalité. On travaille ensemble, on vous donne vos intérêts, vous donnez nos intérêts, point barre. Pas de sentiments. Mais ça demande des chefs de caractère, des chefs décomplexés, des chefs visionnaires, des chefs qui n'ont pas besoin de courir après des continents ou des gens, mais qui ont besoin de s'affirmer en tant qu'Africains. Mais je suis contre ceux qui veulent prendre l'Europe comme le diable, les États-Unis comme le diable, la Russie comme le meilleur ami, la Chine comme le papa. Non, on ne veut pas de maître. On veut des relations entre pays et pays. Donc, si nous sommes organisés, on peut le faire. Moi, à mon avis. Donc, notre génération, je pense qu'on a une opportunité. Parce que nos grands-parents pouvaient être influencés par les Occidentaux, par les autres. Parce qu'eux, ils vivaient en Afrique, les autres vivaient en Occident. Aujourd'hui, on a la chance de se frotter avec eux, d'étudier avec eux, de savoir le niveau de leurs enfants, de savoir le niveau qu'ils ont, de connaître leur système. Ce n'est rien d'autre que le patriotisme. Ils aiment leur pays, ils aiment leur continent. Ce n'est rien d'autre qui mettent en place une politique de préserver l'avenir et d'avoir un bon avenir pour les futures générations. On peut le faire. Et ils sont très, très organisés. Donc, c'est un peu ma petite contribution, échanger avec vous. Je sais que ce que je dis, c'est très général, mais les experts en économie, dans tous les domaines, peuvent détailler, mais on a besoin de volonté. On a besoin de volonté, on a besoin d'être décomplexé pour pouvoir préparer l'avenir de cette Afrique dans les 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir. Que Dieu puisse nous aider à avoir la sagesse, le courage et le patriotisme nécessaire pour se mettre au service de l'Afrique enfin. Donc, je suis sûr qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dit, on ne peut pas le dire, parce que quand une vidéo est longue, les gens n'ont pas le temps d'avoir beaucoup de passes Internet en Afrique pour pouvoir se connecter pour écouter. Et on va s'arrêter là. Et la prochaine vidéo sera sur l'économie guinéenne. Et on parlera pourquoi la croissance en Guinée ne réduit pas la pauvreté et quel est le vrai problème de l'économie guinéenne et quelles sont les solutions qu'il faut pour notre économie. Donc, si j'ai fait beaucoup d'erreurs, vous pouvez me rectifier avec le temps. Mais c'était juste des petites explications de ma part. Et je vous remercie.